La table ronde ici est menée par le président de France Assos Santé. Il s'agit de monsieur Gérard Raymond. Gérard, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour, effectivement, nous vivons une époque formidable de grands changements. Certes, nous avons l'actualité qui ne fait qu'accélérer cette révolution numérique qui impacte aujourd'hui l'ensemble de nos comportements et l'ensemble de nos organisations, et particulièrement dans le domaine de la santé. Nous ne pouvons que nous féliciter que le gouvernement ait pris, il y a maintenant 3 ans, une décision d'avoir une stratégie numérique en santé claire, rationnelle, engageant l'ensemble des citoyens à la construction de cette stratégie numérique en santé. Et donc, la structure que je représente, c'est-à-dire les usagers de la santé, du système de santé, donc extrêmement bon nombre de patients et de citoyens que nous sommes, a été, dès le départ, associé à la construction et à la réflexion de cette stratégie nationale de santé. Je crois que c'était important. Pas simplement de dire qu'on va pour les patients, mais simplement de leur demander ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Et essayer effectivement aussi de vulgariser le discours. Car on voit bien aujourd'hui que les données de santé, c'est un peu surréaliste, on ne peut pas très bien les toucher, les entrepôts de données de santé, les datas, etc. C'est un peu compliqué pour chacun d'entre nous. Et donc essayer de vulgariser un petit peu ce qu'est cette stratégie nationale de santé pour son intérêt personnel, mais aussi pour un intérêt collectif. Et j'ai l'habitude de prendre pour exemple la prise de sang. Lorsque nous sommes malades, on nous fait une prise de sang pour analyser notre sang et avoir un diagnostic personnel. Pour améliorer notre traitement, ça c'est évidemment pour nous. Et le don du sang, eh bien le don du sang, c'est un don que nous faisons à l'ensemble de la communauté pour améliorer effectivement la santé d'autrui. Et je pense que les données de santé, c'est exactement la même chose. Mes données de santé sont indispensables pour les professionnels de santé qui sont autour de moi, et je sais de quoi je parle, et donc c'est indispensable pour pouvoir améliorer mon traitement et me permettre de mieux participer moi-même à mon traitement. Et les données de santé sécurisées, anonymisées, etc., sont là aussi pour améliorer l'ensemble du système de santé dans la recherche, mais aussi dans l'observatoire de la santé populationnelle pour pouvoir mettre en place véritablement une prévention, une éducation à la santé, etc. Donc on voit bien que s'ouvre là aujourd'hui un champ énorme de ce que pourrait être le numérique en santé dans l'évolution de ma propre santé à moi, mais aussi dans l'évolution de la santé de l'ensemble de nos populations. Des points de vigilance, bien entendu. Bien entendu. C'est d'abord, évidemment, que l'on comprenne et qu'on nous fasse participer à notre niveau de compréhension. Deuxième point de vigilance, c'est la sécurité. On le voit bien aujourd'hui, à l'actualité. Bon nombre d'entre nous, les associations et autres, se sont élevés contre cette plateforme de données de santé, hébergée dans un entrepôt américain, etc., etc. On voit bien que le sujet n'est pas là. Le sujet, il est bien sur les données nominatives. C'est quand j'échange avec mon médecin qui prend mes données, ou mon biologiste, ou à mon hôpital quand je rentre, quand je fais un accueil à l'hôpital. C'est là où nous avons un point fragile et sur lequel nous devions évidemment extrêmement travailler. Et ça, cette sécurité-là, nous, citoyens, c'est un casus belli, c'est important. C'est pas négociable, bien entendu. Ensuite, effectivement, c'est la transparence. C'est comment nous associer à tous les niveaux à une participation égale avec l'ensemble des acteurs. Pas simplement, et le patient à la fin, pour qu'il soit gentil et pour dire qu'il a été là. Non, non, c'est bien pour participer et entendre notre position. Tout cela, c'est la confiance qu'il faut trouver. La confiance, ça se gagne par la sécurité des données de santé, la transparence et la participation évidemment des usagers de la santé dans la construction de ce nouvel outil qui va, nous en sommes persuadés, permettre de nous transformer notre système de santé, que ce soit dans son organisation, que ce soit dans sa performance et son efficience, mais aussi dans son modèle économique. Vous avez une invitée. Vous avez une invitée aujourd'hui sur le plateau. Oui.
Bien sûr, bien sûr que j'ai une invitée sur le plateau. J'ai l'habitude de travailler effectivement avec l'ensemble du personnel de ceux qui composent la stratégie nationale de santé. Et effectivement, nous sommes beaucoup attachés aussi sur ce que pouvait être l'éthique de cette stratégie nationale de santé, de ce que devaient être les données. Et là, il y a aussi un travail à faire de compréhension et des limites à ne pas dépasser. Et je pense qu'effectivement, ce qui est important pour nous, c'est associer l'ensemble des acteurs, mais il reste un élément essentiel, c'est au gouvernement de définir le cadre dans lequel chacun doit pouvoir agir. Et ce cadre-là, effectivement, doit être clairement défini. On n'a pas le droit de dépasser ce cadre-là, sinon les sanctions doivent être claires et fortes. Vous nous présentez votre invité. Comment me présenter Madame Serroussi, qui s'occupe effectivement de la fracture numérique, qui s'occupe effectivement de l'éthique aujourd'hui dans cette stratégie numérique en santé. Et effectivement, conformément à la dimension qu'a pris ce département du numérique en santé, elle associe l'ensemble des acteurs et particulièrement effectivement les citoyens et les usagers de la santé à la construction de messages vulgarisés pour que nous comprenions un peu mieux ce que pourrait être demain la stratégie numérique en santé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci Gérard. Alors oui, effectivement, la délégation ministérielle au numérique en santé est en charge de la mise en œuvre de la feuille de route de Ma Santé 2022, telle qu'elle a été présentée tout à l'heure. Et au sein de cette délégation, il y a eu réellement une prise de conscience sur le fait que le numérique en santé que l'on voulait était un numérique en santé citoyen, respectueux des droits, humanisé, et donc éthique. Donc il a été comme une évidence de créer cette cellule éthique du numérique en santé au sein de la délégation, que j'ai le plaisir d'animer. Cette cellule, elle vise à développer des méthodes et des outils permettant d'évaluer la dimension éthique des solutions numériques, et elle s'attache à définir, on va dire, un référentiel éthique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est effectivement le côté technique, technologique, les développements, mais également les usages, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, avec une jolie phrase en anglais. Et donc, on peut faire tous les développements numériques que l'on souhaite. Si les usages ne sont pas derrière, c'est comme jeter une pierre à l'eau, quoi. Donc, les usages, en fait, ils vont être l'objet, la réalisation des usagers, bien entendu. Ces usagers, ce sont qui ? Ce sont les patients, ce sont les usagers du système de santé, ce sont les professionnels de santé, ce sont les éditeurs. Et pour que les usages se développent, il faut effectivement une feuille de route qui soit claire et pérenne pour assurer les éditeurs afin qu'ils s'inscrivent dans les développements nécessaires de leurs solutions. Et il faut effectivement faire monter à bord les usagers qui sont les utilisateurs de ces solutions numériques. Les professionnels de santé quelque part, bien sûr, et les usagers patients. Alors, pour ces professionnels de santé, comme pour les patients, il y a un triptyque, c'est effectivement transparence, confiance et usage. Donc pour qu'il y ait les usages, il faut qu'on fasse naître la confiance. La confiance est difficile à construire, très facile à perdre, et il faut effectivement que cette confiance se construise sur une vraie transparence. Donc nous, au sein de la cellule, on met en œuvre des mécanismes qui permettent de rassurer et de garantir cette transparence. Notre objectif, c'est d'aller au-delà du RGPD et de faire en sorte que le référentiel éthique que l'on définit en ce moment permette de garantir la transparence aux utilisateurs, qu'ils soient professionnels de santé ou qu'ils soient usagers du système de santé au sens patient. Peut-être un dernier mot. Une fois qu'effectivement on a rassuré, notamment en matière de données, sur qui a accès à mes données, à quel moment et pourquoi faire, si on est réellement transparent sur cette dimension, et si la technologie a suivi, c'est-à-dire si les bases de données, les entrepôts de données sont construits, puisque effectivement il y a eu les consentements qu'il fallait. L'éthique aussi, c'est ce qui a été mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire l'accélération. C'est-à-dire que si les outils sont là, les consentements sont acquis,
L'éthique, c'est aussi d'aller vite sur leur exploitation, de façon à faire profiter l'ensemble des patients des fruits de la recherche issue de ces données et de l'innovation qui va avec. Donc l'éthique, c'est effectivement contrôler en amont, vérifier que la transparence est là pour rassurer, mais aussi, une fois qu'on est en aval, aller vite dans l'exploitation des données et la production de résultats. Prenons, si vous le voulez bien, les deux versants que vous venez de développer. Sur le premier, estimez-vous aujourd'hui, et je m'adresse à tous les deux, que la confiance est là, que la transparence est suffisante pour que la confiance s'amorce? Vraiment, témoignage de l'un comme de l'autre. Je vous en prie, madame. Et puis ensuite, monsieur Raymond. Alors, moi, j'ai animé énormément de groupes de travail sur le sujet avec des patients, avec des professionnels de santé. La confiance, je pense qu'il y a un bénéfice de la confiance, c'est-à-dire que, a priori, les gens ne sont pas forcément sans confiance, mais ils ont besoin d'être rassurés. C'est-à-dire que la position vis-à-vis du numérique, c'est plutôt de l'espoir et de l'envie d'avoir confiance. Et si effectivement ils sont rassurés sur tout ce dont on vient de parler, je pense qu'ils vont assez rapidement faire confiance et monter à bord de la dynamique. Montez-vous à bord. Non, il y a une envie de monter à bord. Alors, je suis d'accord, mais montez-vous à bord. Qu'est-ce qui vous manque si vous n'êtes pas encore à bord? Il nous manque encore quelques éléments qui nous rassurent. Et on le voit bien, l'actualité est là aussi. Et effectivement, il nous manque d'une meilleure compréhension. Quand on parle de transparence, c'est la participation. Et encore, effectivement, on peut s'interroger sur le cadre, sur l'utilisation des données de santé. Et je pense qu'il faut rassurer l'ensemble de nos concitoyens pour que cet élément positif qui est de vouloir monter à bord se transforme évidemment par un véritable engagement. Mais on sent bien quand même que l'ensemble de nos concitoyens voient bien la perspective aujourd'hui de ces données de santé, et à nous et aussi à tout le monde de faire en sorte que ce soit une réussite pour le meilleur. Monsieur Raymond, vous avez une deuxième invitée, elle est en ligne, elle est présente. Vous nous la présentez, je vous en prie. Ah non, je vous laisse le soin de je présenter. Rien, je vous en prie, mais vraiment. Patricia Blanc, Patricia Blanc madame, qui... alors, bien sûr. Patricia Merci beaucoup, madame. Vous êtes à la tête d'une association, si je comprends bien, Imagine for Margot. Racontez-nous exactement, vous, votre souci, où vous en êtes, transparence, espoir, éventuellement d'ailleurs doute. Oui, bonjour à tous et merci de votre invitation. Vous m'entendez bien ? Je ne vous entends pas, mais je vous en prie, poursuivez, parce qu'on doit bien vous entendre. D'accord. Okay. On vous entend très bien là. Très bien, merci. Donc je vous disais, merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Imagine for Margot, une association que nous avons créée il y a 10 ans parce que notre fille a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau à l'âge de 14 ans. Et il n'y avait malheureusement pas de traitement pour la guérir, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, pas d'essai clinique et aucun espoir pour nous, ses parents, malgré les multiples coups de fil et rendez-vous que l'on a eus un peu partout dans le monde. Et le seul traitement qui était possible pour elle, c'était une vieille chimiothérapie qui datait d'il y a 40 ans et développée chez l'adulte. Alors que là, je suis en train de vous parler, quand je vous parle du cancer de l'enfant, de la première cause de décès par maladie des enfants de plus d'1 an en France et en Europe. Alors si l'on guérit 80% des enfants, il faut savoir que les 2/3 auront des séquelles graves de leur maladie ou de leur traitement, donc il faut les guérir mieux. Et aussi qu'un enfant sur 5 qui va guérir de son cancer, c'est juste inacceptable. Et donc on a créé cette association qui s'est donnée pour mission de financer des traitements innovants et aussi de mobiliser tous les acteurs, qu'ils soient industriels, politiques, du monde associatif et bien sûr aussi du monde médical, pour trouver des solutions et faire bouger des lignes. Alors pourquoi ? Parce que dans le cancer des enfants, et c'est là que je vais vous parler des données et de l'urgence d'accélérer, parce que dans le cancer des enfants, je le rappelle, première cause de décès par maladie des enfants, eh bien il y a d'énormes inconnus.
La première inconnue, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les enfants ont des cancers. On sait que 8 à 10% des causes des cancers sont d'origine génétique, mais dans plus de 90% des cas, on ne le sait pas. Les enfants ne boivent pas d'alcool, les enfants ne fument pas, et donc il faut déjà arriver à comprendre pourquoi les enfants ont des cancers. C'est une des premières questions que se posent les parents. La deuxième chose, c'est qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Il a besoin de traitements spécifiques. Et donc, comment trouver le meilleur traitement alors qu'avec 60 types de cancers différents, ça va être des maladies rares. Donc, on a deux grandes questions aujourd'hui, vraiment, qui sont urgentes et importantes. C'est comment mieux comprendre les cancers de l'enfant et comment mieux les soigner. Et c'est là que le partage, l'analyse des données vont permettre, on l'espère, et rapidement, de pouvoir répondre à ces interrogations. Alors depuis 10 ans, notre association a collecté des fonds, c'est principalement auprès de particuliers, c'est 11 millions d'euros que l'on a reversés à la recherche pour justement mieux comprendre et mieux soigner. On a aidé au démarrage des séquençages du génome complet des tumeurs des enfants et on a aussi aidé à démarrer des essais cliniques de phase précoce avec des nouveaux traitements. Il faut savoir qu'en France et en Europe aussi, depuis 5 ans, il y a davantage d'analyses du séquençage complet de la tumeur des enfants à la rechute ou en échec thérapeutique. Ça va servir à quoi? À affiner le diagnostic, à détecter des anomalies et donc à mieux cibler les traitements. Ça nous permet aussi de collecter des données très importantes puisqu'on est dans le génome complet de la tumeur. Donc ce sont des données génomiques, mais ce sont aussi des données cliniques ou des données d'imagerie. Elles sont utilisées pour le soin, mais aujourd'hui, elles ne sont quasiment pas utilisées pour la recherche. Et là, il y a un énorme progrès à faire. Avec toutes ces inconnues, dans le cancer pédiatrique, il est urgent d'utiliser ces données qu'on a en France, qu'on a en Europe. Il est urgent de les structurer, de les mutualiser et de les partager. Et je vais vous dire, ce sera un vrai gâchis de ne pas les analyser. C'est une perte de temps et une perte de chance pour les enfants. Depuis l'été dernier, les séquençages, juste pour terminer, vous montrer où on en est aujourd'hui, les séquençages des enfants à la rechute ont été repris dans le cadre de France Médecine Génomique pour le soin. Mais aujourd'hui, toutes les données pour la recherche, elles sont bloquées. Elles sont bloquées parce que le CAD, ce collecteur analyseur de données, des données issues de France Médecine Génomique, n'est pas en place. Et donc, on ne peut pas se permettre d'attendre, et on ne peut pas encore se permettre d'attendre des années pour pouvoir analyser ces données. Il faut vraiment trouver une solution intermédiaire, il faut que ça bouge rapidement. Donc, on espère que dans le cancer, cette stratégie décennale sur le cancer qui vient d'être annoncée par le gouvernement, mais aussi ce premier plan cancer européen, vont permettre de faire bouger les lignes, d'avoir des financements, de trouver la gouvernance appropriée aussi pour analyser toutes ces données, pour mieux guérir, mieux soigner, et puis de répondre à ces nombreuses inconnues sur les cancers pédiatriques. On l'a dit juste avant, la Covid a aussi permis d'accélérer et de montrer que si qu'on est capable d'analyser une maladie, de découvrir des traitements, de pouvoir accélérer les autorisations, et qu'en fait, j'espère qu'on va se servir de ça aussi pour penser différemment sur les priorités de santé. Et je terminerai par vous dire que vous qui êtes les industriels de la santé et du numérique, j'aimerais que vous puissiez nous aider à trouver des solutions pour innover, pour faire des découvertes, pour mieux comprendre, pour mieux soigner et ainsi sauver des enfants du cancer, mais des découvertes aussi qui aideront des cancers des adultes et aussi d'autres maladies rares. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Vraiment, mille merci. Merci aussi à vous tous qui étaient ici sur le plateau. Que retenir de cette première séquence? Si vous le voulez, on a bien dit le patient au centre des préoccupations. Et vous voyez que d'un côté, le patient demande de la confiance. Il demande également de la transparence, de la pédagogie. Que d'un autre côté, sur cet immense réservoir de données qui est en train de se constituer, eh bien, il y a toute la recherche, tous les laboratoires, etc., qui souhaitent y accéder. C'est l'autre versant. Nous
nous l'évoquerons évidemment. Et puis enfin, au milieu, vous avez aussi un certain nombre de patients, vous venez de l'entendre, comme Madame Blanc, qui demandent, elles, des accélérations. Allons-y à fond. Nous avons maintenant tous les outils et la Covid-19 est l'un des épisodes qui nous permettent de comprendre et d'espérer que quand on le veut, on peut aller très vite.